Bonjour, nous sommes le vendredi 8 août 2014 et ce matin en me réveillant et en pensant à ce que j'allais dire dans la vidéo, ma première réaction a été de dire mais je l'ai dit la semaine dernière. Et c'est vrai qu'en réfléchissant à cette vidéo que j'ai faite la semaine dernière, et comme je vous le dis très souvent, c'est des choses que j'improvise, j'ai parfois une très vague idée avant de commencer, mais le plus souvent ça me vient voilà, la marche me vient en marchant et les idées me viennent comme ça. Et la fois dernière, c'est vrai que j'ai terminé cette vidéo en me disant, tiens, voilà, tu as dit quelque chose que tu avais envie de dire depuis longtemps, mais sans savoir le formuler vraiment. Et j'ai eu, par la suite, j'ai eu un coup de téléphone de Annie Lebrun, qui m'a confirmé que j'avais dit là des choses qui étaient un petit peu un aboutissement des très longues conversations que nous avons, et où nous nous posons surtout des questions en disant mais quelle serait la réponse à ceci ou réponse à cela. Et nous tombons souvent sur ce thème de cet athéisme absolu qu'on trouve chez Sade, avec ce qu'il en a fait, avec la personne qu'il était. Et en nous posant la question, est-ce qu'il y a d'autres façons, dans une perspective qui ne serait pas sadique, mais je dirais sadienne au sens du démocrate, du philosophe, du philosophe un peu fou qui était Sade, qui aurait préféré être un volcan plutôt qu'un être humain. Et est-ce qu'il y a une manière de poser des questions dans le cadre d'un athéisme qui sera un athéisme absolu? Euh, et il est vrai que, en écoutant, parce que voilà, vous le savez bien, ou si vous faites ce genre d'exercice, vous le savez bien, euh, on ne sait pas, au moment même, on ne sait pas exactement ce qu'on a dit, et il faut qu'on se réécoute ou qu'on se revoie pour savoir exactement ce qu'on a dit. On apprend un certain nombre de choses en s'écoutant soi-même. Pourquoi? Il y a des articles qui sortent maintenant qui me semblent, euh, de psychologues, qui me semblent rappeler des choses que j'ai dites il y a quand même, il y a 20 ans, 25 ans. Euh, le fait que, bon, je pense à mon bouquin qui s'appelle Principe des systèmes intelligents, qui a été publié en 1989. Et aussi un article que j'ai fait qui s'appelait Le mystère de la chambre chinoise, où je parlais de la conscience et l'absence de conscience surtout. Et comment se représenter les choses en comprenant un petit peu la manière dont nous fonctionnons. Nous fonctionnons en tant qu'animal. Et ce qui m'est venu dans la semaine, à la suite de cette vidéo et de ma réflexion à partir de ce que vous m'en avez dit, et vous continuez. J'ouvre mon mail ce matin et il y a quelqu'un qui réagit encore à ça. Comment clarifier cette position? Et vous le savez sans doute bien, j'ai un rêve depuis pas mal d'années, depuis l'époque où j'ai fait une psychanalyse en me disant que c'était une psychanalyse, au moins partiellement une psychanalyse didactique, c'est-à-dire que j'en suis sorti avec l'envie de pratiquer moi-même la fonction de psychanalyse, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de très important. Il y a des réflexions qui me viennent comme ça ces jours-ci, euh, en rapport avec ça. Et hier, ce qui m'est venu, c'était en écrivant à une amie, c'était une réflexion qui m'est venue sur ce que Freud a appelé le surmoi. C'est une notion qui est relativement claire chez Freud, qui a évolué, qui a un rapport avec l'image de l'idéal du moi, qui a aussi un rapport avec les parents, avec les parents morts. Il en parle aussi quand il évoque la question d'une représentation qui impliquerait un dieu, une divinité. Et la réflexion qui m'est venue, c'était en rapport justement avec la vidéo, c'était qu'il y a une instance en nous qui s'est habituée à ce que des ordres arbitraires nous viennent d'en haut. Et je crois que c'est ça le rapport avec les parents, c'est ça le rapport avec la divinité. Nous avons fait des choses, tout gosse, parce qu'on nous disait de les faire et que nous n'avons jamais compris exactement pourquoi.
Et que quand quand on devient adulte, on se rend compte parfois que les parents sont parfois de mauvaise humeur et que parfois ils vous disent de faire des choses simplement parce qu'ils sont de mauvaise humeur et qu'il n'y a pas d'autre explication à ça. Mais nous avons intégré une instance de ce type-là qui nous donne des ordres arbitraires. Et alors c'est très intéressant parce que, évidemment, cette notion de la divinité que nous avons inventée, elle est de cet ordre-là. C'est quelque chose là, quelque part, qui sait mieux que nous, qui donne des ordres arbitraires, mais qu'il ne faut pas ignorer, il faut les suivre. Et en repensant à ça, j'ai repensé aussi à cette notion tout à fait, qui est là de manière, je dirais, tout à fait non justifié chez Keynes, qui est cette notion d'esprit animaux, qu'il a repris à l'ancienne médecine grecque, qu'il a repris à l'alchimie, qui avait continué à faire fonctionner cette notion d'esprit animaux comme étant ce qui nous dépasse en réalité. C'est ce qui ne répond pas, c'est ce qui se passe mais qui ne répond pas clairement à des lois physiques qui sont connues. Ce sont les esprits animaux. Et on voit ça en alchimie, on voit des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on nous a appris à l'école, qui sont en train de se passer. Et alors ces esprits animaux de Keynes, j'ai l'impression que c'est lié à ça, c'est-à-dire que nous attendons, euh, nous attendons Godot en permanence. Nous attendons que Dieu nous dise ce qu'il faut faire. Si nos parents sont morts, nous attendons des signes qui nous diront ce qu'il faut faire. Quand continue à être frustré, on attend qu'il y ait des extraterrestres quelque part qui viennent un jour nous dire ce qu'il faut faire exactement. Et tout ça est lié au fait que nous ne comprenons pas vraiment comment les choses fonctionnent. Et non seulement ça, mais il s'est fait que les parents ont donné des ordres arbitraires et qu'il fallait quand même faire ce qu'ils disaient. Au point que nous faisons pareil avec nous-mêmes. Quand il n'y a pas d'ordre qui viennent d'en haut, quand les parents sont morts et qu'ils n'envoient pas de signes, nous trouvons des signes, nous. Et nous faisons, comme disait Keynes, nous préférons faire quelque chose que rien faire du tout. Et c'est ça les esprits animaux. Quand il n'y a pas d'ordre arbitraire qui nous viennent d'en haut, eh bien nous les donnons nous-mêmes. Plutôt que de rester dans l'incertitude, nous n'aimons pas rester dans la paralysie, alors nous nous donnons à nous des ordres arbitraires. Nous lisons des signes quelque part, voilà, et nous le faisons. Et alors une conclusion de cette vidéo de la semaine dernière, c'est qu'il faut se rendre compte de ça, et surtout savoir qu'il n'y aura pas d'ordre arbitraire qui viendront d'en haut. Voilà, c'est nous qui lisons des choses dans le mar de café, mais ça ne viendra pas. Il faut que nous fassions l'étape suivante, nous passions à l'étape suivante, que nous faisions un deuil, non pas d'ordre qui serait non arbitraire et qui seraient des ordres importants qui nous seraient envoyés par Dieu, et à défaut des ordres arbitraires que nous ne comprenons pas, il faut mettre tout ça sous la... Voilà, il ne faut plus y penser. Si nous voulons que notre destin se fasse d'une certaine manière, il faudra que nous le fassions nous-mêmes en ayant décidé de le faire et pas compter sur une autorégulation comme M. Hayek, pas compter sur une main invisible de M. Adam Smith, pas compter comme M. Mandeville que finalement nous pouvons faire n'importe quoi, ça donnera bien quelque chose, parce que finalement ce sont nos vices qui font fonctionner la société plutôt que nos vertus. Tout ça c'est bidon, tout ça ça tient pas. Il faut que nous prenions les décisions nous-mêmes, en particulier maintenant, parce que sinon il ne va rien se passer. Il n'y a pas des extraterrestres qui vont venir pour nous dire ce qu'il faut faire à la dernière minute. Non, il faut que nous le sachions. Si nous voulons garder une espèce humaine avec je dirais, un nombre relativement important de personnes, sinon, si on est content qu'il reste à la surface de la Terre quelques milliers de personnes, ça existera probablement. On n'est pas à la veille de l'extinction. Si on veut continuer dans des environnements comme ceux dans lesquels on est, il faut que nous prenions les choses en main. Et dans la discussion avec cette même amie dont je parlais, qui a eu lieu cette semaine, elle remettait un petit peu en question, je dirais de manière un peu bouddhiste, mon intérêt pour qu'on continue à avoir des êtres humains en quantité et continuant à réfléchir comme nous le faisons. Elle remettait ça un petit peu en question en disant finalement s'il reste des pierres, s'il reste des geckos, s'il reste des reflets de la lune sur le lac, pourquoi le reste?
Alors ce qui m'est venu, et c'est comme ça que je vais terminer, ce qui m'est venu, vous allez voir, c'est pas brillant, euh, ce qui m'est venu, c'est la chose suivante, c'est de dire, je voudrais bien, moi personnellement, ce que je voudrais bien, c'est que dans 100 000 ans, il y a encore des gens qui, si ça leur chante, qui puissent lire Aristote et qui puissent lire Shakespeare. Voilà, c'est ça. Ah, moi, c'est ça qui compte. Les gens vous disent oui, vous voulez sûrement laisser un nom dans l'histoire, et je hausse les épaules en disant bon, c'est peut-être ce que lui ou elle a envie de faire, mais c'est vraiment pas mon truc. Mais voilà, pris un petit peu, comment dire, obligé de dire pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des êtres humains qui continuent à fonctionner. La réponse que j'ai donnée, c'est Aristote et Shakespeare. Et pourquoi? Bah, sans doute en raison de l'immense satisfaction, euh, peut-être l'extase qui m'est venue à moi de lire Aristote et de lire Shakespeare. Une petite anecdote. Moi, j'ai vécu longtemps dans des pays anglophones. Et je me suis retrouvé étudiant à Cambridge avec une amie qui avait raison, qui m'a dit tu peux continuer à parler l'anglais comme tu fais et tu vas pouvoir continuer à vivoter dans cet environnement, ou bien tu vas apprendre l'anglais sérieusement, tu vas apprendre à le parler comme des Anglais. Et elle m'a aidé à le faire et ça a été un énorme boulot, vraiment un énorme boulot. Euh, et voilà, et tu seras à Cambridge et tu seras, elle n'a pas dit digne d'être à Cambridge, mais enfin c'est un peu ça qu'elle voulait dire. Et là, il y a eu deux étapes. Il y a eu deux étapes. Et c'est probablement ça qui explique ce que j'ai dit à mon ami l'autre jour. Euh, c'est que j'ai bien appris l'anglais, comme elle me l'a montré, en enlevant toutes les fautes, en utilisant le subjonctif aux bons endroits, en employant des expressions très compliquées, en faisant des phrases comme font les Anglais et pas comme des gens, je dirais, comme nous qui avons appris l'anglais par la suite et qui avons mis des mots anglais dans des structures qui venaient d'ailleurs. Elle m'a appris à parler l'anglais. Et là, je me suis rendu compte que j'étais pas encore là. J'y étais pas encore. Et j'ai dû essayer de comprendre ce qui me manquait. Et ce qui me manquait, c'était ces centaines, peut-être même ces milliers de citations de Shakespeare dont les Anglais émaillent leur conversation et leurs réflexions. Ça n'y était pas, c'était pas encore. Il fallait que j'acquière ça en plus. Et c'est ça, bien sûr, qui m'a fait découvrir Shakespeare. C'est ça qui m'a fait dire l'autre jour au théâtre du Rond-Point, quand j'ai fait, c'était en février 2013, j'ai bon souvenir, euh, quand j'ai fait cette petite conférence euh, qu'il fallait faire un peu comme une petite pièce de théâtre où j'ai dit Dieu a envoyé son Fils deux fois. Il l'a envoyé la première fois sous la forme de Jésus-Christ et la deuxième fois sous la forme de Shakespeare. Ça m'est venu au moment où j'ai un petit peu préparé ce texte. Et bien, il faut croire que c'est un sentiment que j'ai moi. Et si vous lisez un peu ce que j'ai écrit par ailleurs, en particulier ce livre qui s'appelle Comment la vérité et la réalité furent inventées, vous avez compris qu'il y a cet autre personnage, ce que j'ai découvert et que j'ai étudié avec, voilà, en y passant des nuits, en comparant le grec au français, à l'anglais, à tout ce dont je disposais pour essayer de reconstituer ce qu'il avait voulu dire, au point d'étonner parfois, d'étonner un jour une grande spécialiste d'Aristote en lui disant, je crois qu'il y a une erreur là dans toutes les traductions où elle m'a regardé avec, comme si je voulais lui vendre des pommes qui ne veulent pas cuire, mais qui m'est revenu après quand même en disant, ben, vous avez trouvé quelque chose euh, de cette pensée de ce bonhomme qui était là il y a 2500 ans et qui avait quand même compris beaucoup de choses sur la manière dont ça fonctionne, au point que pendant 2000 ans, on s'est contenté de répéter ce qu'il avait dit, ce qui n'était pas une mauvaise approche du tout. Et comme dans mon cas, on peut encore de temps en temps aller, je pense à la formation du prix, on peut encore aller corriger Keynes, corriger Marx en allant voir ce qu'Aristote en a dit. Voilà, ce sont des réflexions, comme je l'ai dit, c'est un peu dans le sillage de la vidéo de la semaine dernière. C'est ce que j'avais envie de vous dire cette semaine. Voilà, à bientôt.